on a pensé ce format de vidéoconférence pour débattre entre nous et en même temps pour avoir un certain nombre d'apports. Apports qui ont commencé par les informations sur les lois, sécurité globale, sur les lois sur le séparatisme, euh, mais aussi apports qui vont se poursuivre début mai avec l'analyse sur la loi, même pas une loi, sur le rapport sur le schéma national du maintien de l'ordre, qui a une valeur de circulaire, notamment avec l'existence depuis 4 années de l'Observatoire des pratiques policières à Toulouse, entre la LDH, l'OPP et le LDH, la Fondation Copernic et le SAF, mais aussi des apports un peu différents. Et il y a une espèce de non-dit entre nous par rapport aux mouvements sociaux et par rapport à ce confinement, par rapport à nos mobilisations, c'est qu'est-ce qu'on devient nous? Où est-ce qu'on est dans l'histoire? C'est-à-dire qu'on est, surtout ce soir, en nombre plus limité, on est un certain nombre de militants et de militantes, on est des gens conscientisés au niveau des réactions collectives qui sont indispensables pour maintenir nos libertés, surtout dans ces périodes d'état d'urgence où dès qu'il y a une loi exceptionnelle qui est proposée pour l'état d'urgence, elle est intégrée dans le droit commun et qu'on voit nos espaces de liberté un peu se réduire au fur et à mesure. Comment on le vit, ça? On a vu, depuis le premier confinement, la Ligue des droits de l'homme avait monté une cellule de veille pendant le premier confinement et on a vu des gens échapper, des gens se confiner eux-mêmes et ne pas oser sortir. On a vu des gens un peu se décrocher des mouvements collectifs. Comment ça se passe en termes de rapport individuel à nos vies, rapport individuel aux luttes collectives, rapport individuel aux luttes sociales? Comment ça se passe par rapport aux luttes sociales? Est-ce que il n'y a que la question de l'abolition des lois, de la lutte contre la Covid qui est en jeu, ou est-ce qu'il y a aussi autre chose qui se met en place, qui n'est pas contradictoire, qui n'est pas paradoxal, qui est en parallèle à ça? Et comme militant, comme association ou collectif militant, on n'a pas l'habitude d'évoquer ça. On s'est dit que ça serait intéressant de le faire. Alors, on a invité Marie-Jean Serret. Marie-Jean, on se connaît depuis l'université. On a été ensemble dans les AG de lutte contre la loi LRU. On s'est retrouvés souvent. On vient de disciplines différentes, d'options théoriques des fois différentes, mais on s'est souvent retrouvés en même temps dans des actions collectives sur les mêmes positions. On avait fait appel à toi une première fois avec l'Observatoire des pratiques policières, quand on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas d'observer les policiers nous matraquer, nous envoyer des grenades lacrymogènes, que ça provoquait aussi des peurs, que ça provoquait des choses chez nous, mais aussi dans notre entourage. Et il faut remercier ici les réactions des entourages qui ont été vigilants, y compris l'entourage des membres de la Ligue des droits de l'homme qui nous ont dit, vous vous rendez compte, vous vous habituez aux coups de matraque et aux grenades lacrymogènes qu'on jette sur vous et vous faites rien. Enfin, vous nous parlez comme si c'était une évidence qu'il y ait une guerre comme ça, larvée, qui se passe dans les rues tous les samedis après-midi. Il n'y avait pas eu grand monde à la discussion, mais la discussion avait suivi. Ça permettait de légitimer ce thème, ce type de discussion-là, alors qu'en général, dans les mouvements sociaux, ce n'est pas un thème légitime. C'est un thème qu'on aborde avec son psy ou sa psy en particulier. C'est un thème qu'on aborde entre militants, entre collègues, quand on va boire un coup après une manifestation. Mais on n'a pas l'habitude de le traiter de manière politique. On n'a pas l'habitude de poser la question de l'individu, de ses choix, de manière politique. C'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui. Voilà. Alors, pour introduire cette visioconférence,
on avait posé publiquement un certain nombre de questions. Je les répète parce qu'elles sont intéressantes. Quel impact ont les lois liberticides sur nous, militants, collectifs de lutte et individus? Comment la période d'état d'urgence nous impacte nos proches, les militants, ceux et celles qui luttent ou ceux et celles qui glissent, qui ont peur? En quoi ces périodes extraordinaires créent tout à la fois du collectif, des nouvelles formes de lutte politique et sociale pour certains et certaines, mais aussi des formes de rejet ou une panique totale pour d'autres? Comment les manifestations recréent du collectif, nous rassurent contre l'enfermement individuel imposé par l'état d'urgence, et plus largement, que veut dire liberticide et liberté? En quoi la fête, revendiquée par de nouvelles générations, pose-t-elle problème aux anciennes générations? Quelles sont les places de la culture, des imaginaires, de la poésie ou de la danse? Sont-ce des luxes non essentiels au moment où plusieurs ont des approches qui meurent, plusieurs ont des proches qui meurent ou sont gravement affectés par l'épidémie? Voilà, c'était un peu le sens de l'intervention que te demandait Marie-Jean. Tu as la parole. Bon, merci Daniel et à la coordination de cette invitation à cette discussion. Merci de votre confiance et de votre présence malgré Macron et tout ce qu'on pourrait faire ce soir. Bon, les questions sont bien posées et je vais dire tout de suite que je suis très inquiet de ce que vous attendez parce que j'ai l'impression de peut-être de m'être focalisé apparemment au moins un peu loin de ce que vous attendez, mais j'espère que ça nous permettra néanmoins de le rejoindre à la fin. Toutes les questions sont bien posées, tu viens de les rappeler, elles interrogent, mais elles interrogent voilà, l'expérience de chacun, ce qui veut dire que vous savez déjà les conséquences contradictoires des politiques. Attends, Marie-Jean, Marie-Jean, il faut réactiver ton micro. Attends, je vais t'aider à le faire, si je peux. Là, c'est bon. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Bon, je reprends juste, je remerciais Daniel. Ah mince, du coup, j'ai perdu mon texte, ça c'est plus embêtant. Je remercie Daniel donc, et vous de cette invitation et d'être présent à cette discussion. Je trouvais les questions bien posées. Et ce que je disais, que j'avais peur de vous déporter vers un point sur lequel je vais m'arrêter. Je m'expliquerai tout à l'heure. Il va exiger peut-être un peu de patience de votre part. Mais les questions, puisqu'elles interrogent l'expérience de chacun, vous savez déjà les conséquences contradictoires des politiques que nous combattons. Explosion de violence, je vais dire des adolescents et des moins jeunes contre eux-mêmes, si vous avez fait attention au nombre de suicides et contre les autres, les abandons scolaires ou professionnels, les crises de panique, les phobies sociales, les dépressions et burn-out, le découragement militant et les désertions militantes. Par contre, les protestations et le regain de combativité, militant aussi, la faillite des liens élémentaires et le renouvellement des luttes et des solidarités, vous voyez, c'est des choses contradictoires, les crises familiales et entre partenaires, mais aussi comme l'invention parfois d'un nouvel amour. Bon, je m'arrête là. Je vous propose donc un détour pour donner à saisir, non pas quels sont les impacts immédiatement donc de ces politiques, mais pourquoi nous en sommes impactés et comment tout tient ensemble, tout ce que je viens d'énumérer, est absolument concerné par la culture, ça c'est pour la phrase que tu as rajoutée dans laquelle tu as mentionné, Daniel, la danse, etc. Comment c'est absolument concerné par la culture sous toutes ses formes. Comment la liberté aussi doit être pensée parce qu'elle n'est pas jouissance sans entrave, mais elle ne va pas sans éthique, ce qui est une des choses problématiques aujourd'hui.
Alors, plus précisément, le détour que je vais faire me semble nécessaire pour fonder en raison le lien intrinsèque du sujet et du lien social. Ce lien passe par la façon, alors pour moi, hein, c'est juste pour dire d'où je parle, par la psychanalyse. Au passage, psychanalyse, sur la fiche, il y a un I. Ça s'écrit avec un Y. Mais je trouve que c'est bienvenu avec un I, parce qu'avec un I, analyse, ça vient de anal. Et vraiment, on a l'impression que c'est de la merde dont il faut qu'on s'occupe. Bon. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était assez bienvenu. Mais ça passe par la façon dont la psychanalyse permet de penser ce nœud entre le sujet et le lien social. Alors, mon objectif, ce n'est pas de vous y convertir, hein, mais c'est de contribuer, au moins ce soir, à notre langue commune, à la fois sur les manifestations subjectives et sur les accidents, à la fois sociaux et psychiques, que nous observons et que nous éprouvons, je dois dire, non seulement du fait de la pandémie elle-même, mais, j'insiste, du fait des politiques qui l'entourent. Bon, j'espère éclairer ça sous un angle qui nous aide à les lire, mais qui suppose que vous acceptiez de vous laisser un peu dépayser. Bon, je verrai à la fin si sur les 36 personnes, je ne sais pas combien il y en a plus, c'est que sans doute le dépaysement était trop brutal. Alors, banalement, je vais partir de choses extrêmement banales et qui paraissent extrêmement loin. On sait qu'il n'y a pas de lien social sans sujet. Bon, moins banalement, il n'y a pas de sujet sans lien social. Ça, parce que l'humain est parlant. Je veux dire, vous voyez, parler, ça suppose de fait d'avoir reçu le langage des générations qui précèdent via un entourage immédiat. Bon, je ne développe pas, hein, et quand le sujet parle, quand nous parlons, c'est toujours adressé, même quand c'est à nous-mêmes. On se parle comme à un autre. C'est Rimbaud qui disait ça. Parler, c'est consentir au langage. Et le langage, on n'y réfléchit pas assez, il faut s'arrêter quelquefois un peu dessus, c'est le pouvoir de représenter, de symboliser quelque chose en son absence, voire qui n'existe pas. On dit par le langage, l'humain compense sa prématurité d'animal non fini, il faut revenir là-dessus, j'y reviendrai, et il traite son retard sur le monde qui l'entoure. Le pouvoir de symbolisation, ça permet de figurer, de représenter, mais c'est vrai, de mentir, de créer. Parler, c'est pas répéter que les discours que les autres ont tenus avant nous, mais c'est leur emprunter, c'est les subvertir pour dire ce qui n'a jamais été dit jusque-là. Et en ce sens, si vous voulez, déjà, le sujet de la parole, c'est le sujet de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans cette liberté de parole et de création, mais c'est un fait structural. Ce n'est pas simplement un point de vue idéologique. Parler oblige le parlant à se poser la question de ce qu'il est de réel. Que suis-je? Mais de fait, ça c'est un vrai problème. Le langage qui ne peut que représenter ne nous fournit en réponse qu'un être de mots. De parler, eh bien, nous ratons, nous manquons du réel de notre être. Impossible de saisir le réel que je suis. Et ce manque a un effet que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le désir. C'est comme ça que la psychanalyse l'appelle. Alors, le désir n'a pas d'objet susceptible de l'éteindre, mais il a une raison, c'est ce manque, de sorte que le problème qui se pose à chacun d'entre nous n'est pas ce qu'il veut pour éteindre son désir, ce qui solderait sa mort de sujet désirant, mais dans quoi le sujet veut miser, veut mettre en jeu ce désir qu'il habite. Quelle cause il veut se donner littéralement qui fera de lui l'artisan et parfois l'artiste de sa vie. J'insiste encore un peu là-dessus, ce pouvoir de symbolisation poussé par son désir, historiquement, enfin je veux dire à l'échelle de l'humanité, l'humain l'a investi, et c'est ce qu'on appelle le travail de culture, dans tous les domaines qui font une civilisation. Je ne les énumère pas. Vous voyez, la question politique, là, c'est comment faire société avec des parlants désirants, et de ce fait, chacun singulier est différent de ses semblables.
doté d'un pouvoir de subversion et de création. Comment se lier au collectif sans se dissoudre dans la masse, je les retrouve pareil, quoi, ou bien sans faire voler le collectif en éclats sur le roc des singularités, à chacun sa vérité, sa jouissance, sa liberté. Et pendant des siècles, pour répondre à la question insoluble du sens, que suis-je? Quel sens a ma vie? Le parlant a construit ou a adopté mythes, religions et d'autres idéologies qui ont fourni une matrice de social à ceux qui les partageaient. Et on pouvait dire que jusqu'aux Lumières, les dieux garantissaient l'autorité de ceux auxquels était abandonnée la régulation de la société ainsi formée. Le pouvoir, c'est le droit divin. Hein. Donc, la solution inventée par chacun pour se nouer au social, sans renoncer à sa singularité et au collectif, donne le style de la vie de chacun, donne le style de sa vie, constitue, alors en psychanalyse on dit son symptôme, et contribue à la viabilité de l'ensemble. Évidemment, c'est dit ainsi un peu abstraitement, mais priver le sujet par quelque moyen que ce soit, de son pouvoir de symbolisation, de son travail de culture, de sa parole, porte atteinte à sa réalisation, à son humanité et à celle de la collectivité à laquelle il participe. Si on en était convaincu, on pourrait presque parler de crime contre l'humanité propre à chacun. Trafiquer le lien social, par exemple, en faisant passer une distance physique pour une distance sociale, une mesure d'hygiène pour un idéal de société, une mesure de sécurité pour de la solidarité. Maltraiter la culture soi-disant inessentielle, gouvernée par la peur et l'infantilisation, ça touche aux symptômes, au style de chaque sujet, ça dégrade la collectivité et pour les conséquences que Daniel a énumérées et que j'ai reprises tout à l'heure. Pour rejoindre nos questions, il faut encore mentionner que l'humain, il faut introduire ça de façon précise, a inventé la science moderne, qui a disqualifié, on pourrait presque dire heureusement d'un certain point de vue, mythes et religions, en tout cas leurs prétentions à l'universalité, qui sont désormais obscurantistes de ce point de vue-là. Mais marié au marché, la forme opérationnelle de la science, ce qu'on appelle la technoscience, a donné une impulsion décisive au capitalisme en modifiant le social par l'idéologie scientiste qu'elle a sécrétée à la place des mythes et religions disqualifiées. C'est un raccourci qui est sûrement aménageable, mais qui me semble concentrer la logique sur cette affaire. Et le scientisme, ce n'est pas la science, le scientisme. Le scientisme, il se caractérise par le fait de promettre, alors ici avec le capitalisme, mensongèrement donc, de tout expliquer. Et même la science prétend pas ça. De tout fabriquer, de satisfaire tous nos besoins, et cela, on n'aura pas le temps de déployer ça, mais dans une langue qui ne se parle pas, les mathématiques, ou plus précisément aujourd'hui, les algorithmes. Ce mensonge a pris la forme maintenant de ce qu'on appelle l'économisme, ou l'économistification, j'en dirais un mot. La vérité devient justesse d'un calcul et non plus le sens impossible. Quel sens je donne à ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Non, maintenant, c'est une affaire de calcul. Le manque lui-même, dont je vous ai dit, c'est la raison du désir, serait curable. Le désir est rabattu sur le besoin. Et bien sûr, les objets du marché sont susceptibles de le satisfaire. Et les valeurs sont ravalées comme exclusivement marchandes. C'est le règne du tout évaluation et de la compétition. C'est la fin du coup de toutes les autres valeurs, c'est-à-dire de tous les idéaux qu'on peut avoir de façon tendancielle, hein, puisque si on est là, c'est bien qu'on a d'autres idéaux que cela. Hein. Mais c'est aussi la fin de la solidarité. Je suis d'ailleurs frappé que dans toutes ces histoires de mort, on n'ait jamais un mot en ce moment pour les familles qui viennent de perdre un mort. Jamais un. Et pas plus ce soir apparemment. Il y va d'une mutation anthropologique là, délétère. C'est vraiment une mutation.
Les effets néfastes de cette logique apparaissent en clair aujourd'hui avec la marchandisation de tous les secteurs de la vie et de la vie elle-même, avec la maximisation des profits et la soumission ordolibérale de la politique et du droit à l'économique. Soumission ordolibérale de la politique et du droit à l'économique, c'est un peu tautologique, hein, parce que c'est ça l'ordolibéralisme. Santé, éducation, université, recherche, culture sont maltraités, et j'y insiste, avant même d'évoquer les conséquences psychologiques, ni même la pandémie. La pandémie fonctionne comme un révélateur de cette logique, mais c'est elle qui a créé tout ça. Vous voyez, l'humain est ainsi fait qu'il ne peut pas ne pas mettre sa vie en récit pour lui donner un sens qui n'est pas donné. Et il doit nouer ce récit de sa vie à ceux de ses semblables avec lesquels il fait société. C'est un peu ce qu'on a fait au début en discutant de où on en est. Vous voyez, on fait ça sans arrêt. Le registre de la création de sens qu'en aucun cas l'économie n'est capable de produire, c'est la culture. Je le dis en sens large. C'est par là que chacun est l'artisan de sa vie et que quelques-uns sont des artistes. Or, le scientisme et l'économisme contrecarrent cette construction et du coup la logique du discours capitaliste impacte les individus que nous sommes. D'une part, le capitalisme exploite le désir. Il le transforme en course à la jouissance pour donner à croire qu'il va le satisfaire. Ce qui fait qu'on va sur le marché, mais l'objet manufacturé qu'on vient d'acheter est toujours décevant. Toujours. Puisqu'il n'est qu'un substitut, il ne peut pas satisfaire le manque. Le manque continue à courir. Vous achetez un iPhone, eh bien, vous voulez toujours le suivant. Il n'y a pas d'iPhone qui satisfait le désir d'iPhone. Et le désir réclame toujours autre chose, sinon plus. Si j'osais, je vous dirais que les capitalistes ne veulent pas d'argent. Ils en ont plein. Ce qu'ils veulent, c'est plus d'argent. Le système capitaliste est un régime de frustration qui transforme les individus en addictés du marché soumis à sa logique. Alors, d'autre part, le capitalisme impose un impératif de consommation qui se confond avec, alors je ne sais pas si c'est de la langue de bois ou si c'est trop psychanalytique de le dire comme ça, mais qui se confond avec le surmoi des sujets. Cette petite voix qui vous dicte votre conduite. Et là, ce qu'elle dicte, c'est jouir. De sorte qu'il y va d'un régime de prédation, traitant les semblables comme des objets. C'est la même logique qui conduit à mettre le moindre pouvoir au service de la prédation des biens, de la finance et de la sexualité, et ça au nom d'une liberté de satisfaction pulsionnelle sans frein, compatible avec le néolibéralisme. Du coup, vous voyez que la liberté est difficile à définir. S'il s'agit d'échapper à toutes les contraintes, il faudrait qu'on fasse attention à ce que ça ne signifie pas s'abandonner à ses pulsions et fantasmes sans considération pour les autres. Et ça, c'est tout à fait, cette liberté-là, elle est en fait absolument déterminée par la quête de sa propre jouissance. Et même si le sujet se situe à côté du marché ordinaire, si on veut des choses alternatives, etc., il n'échapperait pas alors à ce formatage par la logique du discours capitaliste. Nombre de problèmes psychiques en découlent. Alors, outre les addictions diverses, hypocritement combattues, il faut compter avec le refus par les sujets, ça c'est quelque chose qu'on observe dans la clinique, des objets manufacturés parce que trompeurs. Finalement, on en a marre du marché. Dans une sorte d'anorexie qui prend chez beaucoup la couleur de la dépression. La dépression, c'est une sorte d'anorexie, on en a marre, on ne veut plus rien. Il faut compter encore avec les troubles de l'identité, puisque les individus croyant à une réponse stable que fournirait le scientisme à la question de ce qu'ils sont, c'est-à-dire une identité aujourd'hui scientifique et numérique même, eh bien les sujets, les individus souffrent d'un manque d'assurance
on parle sans arrêt de je ne suis pas sûr de moi, etc., qui n'est parfois que le résultat, ce manque d'assurance, d'avoir à remettre cette identité sans arrêt sur le chantier. Il n'y a pas de définition définitive. Et ça, jusqu'à éprouver ce que Ehrenberg, notre sociologue, appelle justement la fatigue d'être soi. Je ne dis pas que je partage absolument son analyse, mais je trouve très beau ce titre, la fatigue d'être soi. Plus grave est la quête de réponses, aussi certaine que la science, que le sujet trouve dans les formes paranoïaques de la religion, mais aussi des idéologies radicalisées diverses. Parce qu'on parle souvent du radicalisme des pauvres, là, des victimes. On devrait aussi parler du radicalisme des riches, des puissants, qui ne veulent absolument pas changer de position et qui sont absolument certains d'avoir raison. Aussi bien, d'ailleurs, on pourrait trouver des conséquences de ces problèmes identificatoires dans le refus de toute recherche d'une vérité impossible et dans la promotion, dès lors, de fake news et d'autres vérités alternatives dans un monde de mensonges généralisés, mais aussi dans le regroupement dans des communautés de semblables à l'exclusion, je veux dire entre guillemets raciste, ou en tout cas ségrégative du différent, que ce soit par la couleur, la peau, le sexe, la religion, les idées, etc. Vous voyez que la liberté devrait être celle de l'acte par lequel chacun, malgré et avec ses déterminations propres, parce que qui peut dire qu'il échappe absolument à toutes ses déterminations, avec cet acte par lequel chacun choisit sa cause et la voie dans laquelle mettre en œuvre sa participation au débat et à la création du vivre ensemble, c'est-à-dire sa capacité de création. Par là, chacun se réalise en même temps qu'en l'absence de cet acte, il n'est pas de démocratie possible, comme je le disais tout à l'heure. C'est aussi faire fond sur la capacité de création du sujet dans tous les domaines pour contribuer au vivre ensemble que nous partageons, qu'ils partagent. La science, la politique, je le dirais comme ça, moi, sont des choses trop sérieuses pour être abandonnées aux spécialistes, même la psychanalyse. La science, la première, parce que la science ne dit pas ce qu'il faut faire de la science. Ça, c'est une question éthique. Et la politique, parce que sans éthique, la politique n'est qu'abus de pouvoir. Dès lors que confisqué, le pouvoir empêche quiconque de participer à la marche de la collectivité. Bon, voilà le nœud que je voulais introduire. Vous voyez, je m'en suis tenu à livrer la logique d'un discours dans lequel nous habitons. Avec la pandémie et les politiques qui l'entourent, nous avons affaire à quoi? Aux serviteurs de cette logique. Alors, c'est quelquefois de gré ou de force, hein, on est serviteurs de cette logique, qui sans doute, parce qu'ils en tirent une jouissance, en accentuent l'impact en nous privant des moyens d'apporter notre propre contribution à la vie collective. Il faut oser le dire, ils nous mutilent, littéralement. Mais pire, et pour moi c'est ça le danger le pire, celui auquel on est peut-être le moins sensible parce qu'on se croit toujours exempt et meilleur que les autres, ils nous formatent. Et ils font parfois de nous des complices à notre insu. Il faudrait faire attention à notre vocabulaire. Par exemple, quand je dis, je l'ai rayé, je crois, mais je voulais dire, chacun de nous investit son désir dans telle ou telle action, mais investir, c'est quand même le marché, c'est quand même un vocabulaire du marché qu'on finit par le prendre et il finit par dicter nos façons de penser. Et voyez, il nous formate, complice à notre insu, c'est ce qu'on pourrait appeler une erreur de bonne foi. Mais c'est la pire, l'erreur de bonne foi. Parce que si on pense que Macron fait des erreurs parce qu'il est de mauvaise foi, on peut toujours penser qu'on peut changer. Parce qu'une erreur de bonne foi, c'est une erreur qu'on verra. Mais l'erreur de bonne foi, précisément, on ne peut pas la corriger spontanément
parce que nous ne la voyons pas. Et c'est ce qui fait la nécessité du débat, tel que celui que j'espère nous allons poursuivre là. Bon, je vous remercie et je m'excuse si jamais ce que je vous ai amené est un peu trop loin du point précis sur lequel Daniel avait mis le projecteur. Merci. Merci beaucoup, Marie-Jean. J'ai cru retrouver quelques mots que j'avais entendus il y a quelques années sur les bancs de l'amphithéâtre à l'université. Ça me fait toujours peur. Hein. Quelques-uns en tout cas. Moi, je vais lancer le débat parce que j'ai pas grand-chose à rajouter forcément à ce que tu as dit. Donc, si des gens, j'ai vu qu'il y avait quelques réactions dans le chat, veulent se lancer, bien sûr, ils sont les bienvenus. Je ne sais pas si c'était clair, juste pour ajouter un mot. Mais au fond, ce que j'ai essayé de dire, c'est que chacun est en fait une objection à ce qu'on ait une théorie pour tous, du fait de la mise en acte singulière. Autrement dit, il devrait y avoir autant d'objections qu'il y a d'auditeurs, donc autant de points de discussion. On a une première remarque où c'est David à qui je demande de réactiver son micro. Et c'est parti. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors je rassure tout de suite Marie-Jean, son exposé était tout à fait clair et même remarquable. Je l'ai beaucoup apprécié car j'avoue que j'y ai retrouvé des lectures et des préoccupations multiples qui sont les miennes. J'aurais du mal à choisir exactement un point, hein, tellement cet exposé était complet sur beaucoup de choses. Je rappellerai certainement, surtout, le texte de Freud, écrit en 1917, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Je ne dirais pas que ce sont des circonstances semblables, mais ça interpelle. Hein, surtout qu'on sait que Freud, à ce moment-là, s'est occupé de soldats qui revenaient du front et qui avaient subi des choses assez dures, pour le moins. Et ce fameux texte capital, c'est Deuil et mélancolie. Hein, je suppose que Marie-Jean l'a reconnu. Voilà, car la situation qu'on vit est un peu comparable à ça. Hein, c'est un deuil. On a perdu quelque chose. Hein, alors aussi bien à cause du confinement, disons médicalement, mais plus encore, hein, justement, c'est cette perte. Donc Freud dit, hein, le deuil est régulièrement la réaction à la perte d'une personne aimée. Et là aussi, d'ailleurs, bien sûr, le désir, l'amour, hein, ce sont des dimensions essentielles de l'humain. Voilà. Ou d'une abstraction mise à sa place. Voilà. La patrie, la liberté. C'est sur ce point, évidemment, que j'insiste dans cette soirée. La liberté, voilà, un idéal. Hein. Alors ensuite, évidemment, dans ce texte, il montrera comment on passe du deuil, ce qu'on pourrait actualiser, à la mélancolie, hein, c'est-à-dire un état qui se prolonge, qui n'est plus le simple deuil qui a, lui, une fin, tandis que la mélancolie, il n'en a pas, en quelque sorte. Voilà. Bon. Et puis, tant que j'y suis, un deuxième point, qui est d'ailleurs relativement lié à la dépression, et qui est plus gênant, en quelque sorte, c'est sur la psychanalyse, parce qu'au fond, ce que Marie-Jean, ce que je retiens, enfin, un des aspects qui m'a intéressé, c'est que tout ce qu'il a dit va à l'encontre, dans le monde actuel, est un monde qui est à l'encontre de Freud et de la psychanalyse. Il a parlé de scientisme, mais il faut préciser que non seulement, alors bien sûr, il l'a évoqué, je crois, le nombre des suicides a augmenté en 2020, oui, mais aussi la consommation des psychotropes, hein, des benzodiazépines en particulier, les anti. Et donc, est-ce qu'on n'a pas affaire là aussi au marché, hein, si vous voulez, qui remplace l'analyse de l'être humain par le produit, le médicament, c'est-à-dire la fin de la psychanalyse et d'ailleurs une grande partie des préoccupations philosophiques qui ont
pour l'objet l'humain, hein, qui devient plus effectivement qu'un robot qu'on n'a qu'à alimenter en benzodiazépine. Bon, je vais m'arrêter là. Hein, mais ceci, je continuerai à remercier par contre l'exposé qui était tout à fait d'actualité, hélas, presque, on serait tenté de dire. Voilà, j'ai fini. Non, Alors, merci. c'est... Pardon, vas-y, Marie-Jean, je t'en prie. Non, vas-y, prenons des choses. Non, j'allais Alors, juste dire que David aurait pu faire l'exposé. Non, non, pas du tout, non, justement, non. Je réagirai tout à l'heure. J'espère que ma réaction montre l'intérêt que je porte non seulement à ces vidéoconférences, de toute façon, les autres gens me connaissent, mais à l'exposé de Marie-Jean, qui tombe à point sur l'occupation qui sont celles de tout le monde. Alors, du coup, dans l'ordre de parole, on a Daniel, Boutaleb et Claude. D'abord, une excuse, Marie-Jean, j'ai oublié de dire que tu viens de publier un bouquin, La Révolution a eu lieu, qui est sorti aux éditions Le Retrait. Oui, mais il y en a qui ont oublié. Qu'elle a eu lieu. Qu'elle a eu lieu. Donc, voilà pour les autres. Moi, j'aime bien le cadre. Tu expliques assez bien le cadre dans lequel prend place la pandémie. Et en même temps, c'est vrai que c'est une impression que j'ai déjà eue dès le premier confinement, quand j'avais proposé à mes amis de la LDH de réagir, ou à d'autres collectifs au premier confinement. Il y a plein de collectifs qui ont répondu on est confiné, on verra après. Et comme si c'était pas l'urgence, qu'on était rendu au niveau individuel et que chacun était rendu au fait d'assumer sa merde à soi. Je pense que les gens qui ont réagi, le collectif unitaire contre la sécurité globale en fait partie, font partie de ces hors-pistes, ces personnes qui ont voulu se situer différemment et qui ont créé le collectif. Moi, j'ai été marqué comment les premières manifestations, il y avait un aspect de jubilation. On se retrouvait ensemble. Enfin, on se retrouvait ensemble. Alors, avec masque ou sans masque, mais souvent avec masque, parce que les gens qui sont mobilisés pour partie, je ne parle pas des rêveurs, Marie n'est pas là, mais je ne parle pas des rêveurs qui sont les nouvelles générations, qui représentent une autre génération qui rentre en lutte aujourd'hui avec ses propres formes de revendications. Pas mal de gens étaient assez âgés, étaient des vieux et des vieilles militantes, et avaient la trouille aussi pour eux et pour elles de la Covid. C'est-à-dire que on vous annonce la mort, on vous annonce que vous ne servez plus à rien, que votre âge est dépassé, que votre date limite de vente arrive à péremption. C'est pas évident et c'est un coup quand même que les gens ont reçu. Mais malgré tout cela, les premières manifestations qu'on a fait à Toulouse, il y avait cet aspect-là, de se retrouver ensemble et on est vivant et on ne va pas abandonner nos principes. Et par rapport à ça, cette articulation entre ces mesures qui étaient massives, qui nous tombaient sur la gueule, et nos réactions individuelles et collectives, il y avait paradoxe. Et je trouve que ça a été une énergie importante qui nous a transpercé, qui nous a permis d'aller plus loin. Alors maintenant, c'est plus simple. Ce n'est pas les quelques 10 ou 15 personnes qui étaient au départ. Il y a plein de gens qui se sont mobilisés. Il y a plein de gens qui ont dit ouais, il y a des risques, mais en même temps, ça n'empêche pas que la question des libertés individuelles et collectives est importante et qu'on doit les poser. Et en plus, on a vu un pouvoir qui a misé complètement au deuxième confinement sur les réactions du premier. Au premier, les gens étaient figés. Et le pouvoir a eu l'impression qu'il pouvait faire passer n'importe quelle loi, n'importe quel décret, n'importe quelle procédure, qu'on ne réagirait pas. Or, ce qu'on a vu au contraire, c'est... Alors, je suppose que les psychologues, moi je suis sociologue, mais je suppose que les psychologues parleraient de pulsion de vie. Les gens collectivement ont dit non, on va se mobiliser par rapport à ça. Et on va se battre par rapport à nos libertés individuelles et collectives, et avec des formes qui ont été surprenantes
et une intensité qui a été surprenante. Comment les gens ont géré ça? Cet apparent paradoxe entre, on vous parle de mort, mais de votre mort, c'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, risquez de ne plus être là, et en même temps, donc, vous devez admettre pour ne pas mourir toutes les mesures qu'on a admises et fermer votre gueule, et c'est pas si grave que ça si on supprime quelques-unes de vos libertés, et le fait que les gens distinguent ce risque individuel, collectif, et en même temps cette volonté individuelle et collective d'ouvrir sa gueule, de dire non, non, on est ailleurs et on a envie d'être ailleurs. Bon. Ça me semble être aussi une piste à creuser. Mais en tout cas, j'aime bien le cadre dans lequel tu situes tes analyses et dans lequel je pense qu'on a à penser. C'est-à-dire que parce que la pression du marché, du système néolibéral, capitaliste, on la connaît tous et toutes, comment il met sur le marché toutes nos vies et tous les aspects de nos vies, on le sait, mais comment ça va s'exercer par rapport à une crise particulière qui est celle de la Covid, et comment on va trouver l'énergie ou on ne va pas trouver l'énergie pour réagir, ça me semble intéressant à discuter. Voilà, c'est tout. Alors, ensuite, c'est Boutaleb. Il faut réactiver le micro. Bonsoir tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. Je voulais simplement essayer puisque cette réunion n'est pas une réunion de spécialistes, d'après ce que j'ai compris, et je voudrais simplement essayer de sensibiliser un des méfaits graves du Covid qui est en lien avec la médicalisation de l'existence. Alors, c'est quelque chose qui, effectivement, était déjà un peu dispersé partout dans les mal-être de l'individu et surtout de nos jeunes. Alors, je vais essayer, je vais pas préparer ce que j'ai dit, mais je vais essayer de me faire comprendre. Les jeunes qui sont placés, par exemple, aujourd'hui, après le Covid, sont systématiquement médicalisés. C'est-à-dire qu'on a du mal à les laisser parler, et comme il s'agit de liberté ce soir, c'est vraiment des camisoles chimiques qu'on leur attribue. Ils n'ont plus le droit de protester, ils n'ont plus le droit de dire leur rage, d'être en colère contre leur famille, ils n'ont plus le droit de se comporter ni d'avoir des attitudes qui sont en dehors de tout ce qui est normé. Il faut rester assis, sans bouger, tranquille, calme. Voilà, je le dis à ma façon, de façon un peu désordonnée, mais c'est par rapport, je voulais rebondir par rapport à ce qu'avait dit David, si j'ai bien entendu, par rapport au fait que la parole est bâillée aujourd'hui encore plus parce que le médical a pris le pouvoir et que les jeunes en sont victimes aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On va continuer avec Marie, ou Marie-Jean, tu veux déjà répondre? Quand tu veux, sinon on peut continuer à prendre des questions. Moi, je peux intervenir. Ou pour pas traîner, je peux juste faire écho sur ce qu'a dit David et le rappel de cet article de Freud. Il y en avait un autre d'ailleurs qui aurait mérité, qui mériterait, mais c'est le travail de Freud sur le traumatisme de guerre, sur ce qu'il a appelé la névrose traumatique. Mais je voudrais juste faire remarquer que un traumatisme n'est pas lié en soi à une violence extérieure. Il y a des gens qui, une violence extérieure, ça fait mal, on prend des coups, mais il y a des gens qui arrivent à supporter ça, quelle que soit la violence, je vais dire. Pour que la violence soit traumatique, il faut qu'elle atteigne ce qui fait le plus singulier du sujet, c'est-à-dire ce sur quoi il assoit la réponse à la question de ce qu'il est, ses solutions. Là, en effet, c'est traumatisant. Autrement dit, il y a des gens, ils perdent un proche, ils perdent un parent, et on est assez surpris de voir que finalement,
le deuil, comme on dit, ça a l'air de pas tellement les faire souffrir. Et puis dans la semaine, ils perdent leur chien ou leur chat et c'est l'effondrement. Bon, on ne sait pas très bien pourquoi. Je dis simplement que si on n'a pas une idée de ce qui fait la subjectivité, c'est un petit peu compliqué. Et puis, il y a l'article de Freud s'appelait Deuil et mélancolie parce que il y a aussi ceux pour qui la perte va être absolument ravageante et qui sont plutôt sur le versant de la mélancolie et qui, eux, ne savent même pas ce qu'ils ont perdu avec celui qui est mort, mais qui finalement finiront par se penser comme des déchets et que le monde est beaucoup plus propre sans eux. En général, ça peut finir dans le suicide. C'est une espèce de pente logique qui est amorcée. Et j'ai vu quelquefois des gens déclencher une mélancolie parce que, par exemple, on a baptisé un licenciement, on a transformé un licenciement économique en faute professionnelle. Et eux qui étaient mélancoliques étaient prêts à accepter que, bien oui, ils avaient sûrement fait une faute qu'ils ne voyaient pas. Et ça a entraîné des ravages. Ça va dans le sens d'ailleurs de la médicalisation de l'existence, ce traitement de l'autre. C'est bien d'avoir rappelé que le deuil, c'est aussi celui des idéaux. Parce que le discours capitaliste, il défait tous les idéaux de liberté, de solidarité. Il en change le sens. Regardez que solidarité, ça a voulu dire au début du confinement, attention, il faut être solidaire des entreprises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être solidaire des entreprises, mais on avait quand même l'impression qu'il fallait faire attention au fric. Et moi, je vous demande pourquoi il n'y a pas eu un seul appel à la bourse pour que l'argent, alors qu'ils ont continué à s'enrichir, parte de la bourse et aille vers les entreprises, par exemple. Bon, vous voyez, il y a quand même… Or, on peut perdre un idéal et s'effondrer parce qu'on était tenu par cet idéal. Bon, j'aurais un exemple précis à donner, mais je ne le fais pas. Bon, et alors, après, bon, je reviendrai sur un détail à propos de la dernière question, mais Daniel, c'est vrai que moi, une chose qui me frappe dans le monde actuel, c'est pourquoi, évidemment, vous allez me dire, c'est vieux comme, je ne sais plus comment il s'appelait, la Boétie, mais pourquoi finalement on est soumis? Pourquoi on ne sort pas dans la rue en disant, mais ça suffit maintenant, arrêtez vos conneries, ce monde est… On nous parle de fin du monde écologique, politique, social, avec une crise sans précédent. Et puis, on n'a pas 30 ans devant nous. Même les plus jeunes n'ont pas 30 ans. Moi, je ne les ai sûrement pas, mais ça ne fait rien. On continue et on va se disputer la dernière goutte de pétrole. Il y a un truc qui ne va pas. C'est quoi cette soumission volontaire? Et c'est sûr que par rapport à ça, la protestation qui saisit chacun, parce qu'aucun d'entre nous n'est prêt à accepter d'être formaté, d'être plié, et même pas les capitalistes. C'est-à-dire quand il rentre chez lui le soir, quand même, il a envie d'un bon film à la télé, d'un bon bouquin, d'une bonne musique, d'un bon gueuleton, c'est-à-dire des tas de choses qui sont inessentielles. Parce que sans ça, il ne pourrait pas respirer. Seulement, et puis, bien sûr, il précarise les intermittents, etc. Mais il faut voir un petit peu la logique de ce système. Alors, on a quand même un allié qui est cette protestation logique de chaque sujet contre ce formatage. C'est ça qu'il faudrait, et je crois, le ressort qui nous précipite dans des collectifs avec ce côté un peu jubilatoire. Je dois dire, moi, je ne sais pas comment dire ça, moi, j'ai été très sensible à l'expérience Archipel à Toulouse. Et Archipel m'a fait comprendre un truc, vous voyez, c'est que il y a un type qui a sorti un bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle, Daniel, peut-être que tu te rappelles, sur l'archipélisation de la France, et qui en fait vraiment une critique de la France. Hein? Alain Tarius, qui est un oui, ancien prof du Mirail. Ouais. Il en fait une… non, je n'osais pas le nommer, la critique que je vais faire, mais il en fait un découpage finalement péjoratif, un petit morceau. Oui, si on part d'un territoire donné et qu'on l'archipélise, c'est un problème. Mais si on part de chacun de nos collectifs et qu'en les additionnant, on crée un nouveau territoire, on crée un territoire qui n'existe pas. Moi, je crois que c'est ça, vers ce type de société, nous sommes en train de réinventer un type de société. Je crois qu'il y a quelque chose de très positif dans cette remarque
Et je crois que ça peut être jubilatoire. Après, la médicalisation de l'existence, c'est un titre d'un ouvrage de Roland Gori, au passage. Mais je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que ça va avec le fait de devoir supprimer tous les dispositifs. Il n'y a pas que la psychanalyse, hein. Je crois qu'il y a l'art en général, il y a sans doute une sociologie, on trouverait une littérature, une linguistique qui défendent la dimension singulière du sujet. Si vous effacez de chaque sujet ce qui fait de lui une exception, alors on devient des objets, au fond, tous pareils, la même théorie, le même traitement pour tous. Et on peut comme ça aller plus facilement sur le marché. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'il y a des lois. Bonner avait signé, Bonner, une députée LR qui était responsable de je ne sais plus quoi, et qui a été virée du LR, qui avait signé une pétition demandant la suppression de la psychanalyse de l'université, de l'hôpital, etc., signée d'ailleurs par des profs du Mirail, au passage. Je te l'indique, notamment de psychologie. Mais c'est précisément parce que cette dimension singulière qui n'appartient pas à la psychanalyse, qui est le ressort de chaque sujet, est vraiment le ressort à la protestation contre des traitements pour tous, contre des traitements. Et la médicalisation de l'existence, c'est traiter les gens comme s'ils étaient des objets. Je vous fais remarquer du coup qu'en psychiatrie, par exemple, l'hôpital psychiatrique est en train de complètement s'effondrer. Il y avait pas mal d'articles dans la presse ces temps-ci. On ne sait pas quoi faire en psychiatrie avec les gens, parce que si vous enlevez le traitement psychiatrique, il n'y a plus que des traitements médicamenteux. Et qui a vu un traitement médicamenteux permettre à quelqu'un de… Ah, si, ça permet à des gens de tenir, hein. Vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, etc. Ça peut vous aider à traverser des moments, à vous soutenir de l'existence. Je ne dis pas que ça n'a pas été un progrès par rapport à une époque où on avait le choix entre la camisole et des traitements du style vous plongez dans l'eau, vous noyez, et puis on vous sortait, on vous réanimait, et en général, en vous réanimant, vous alliez mieux. On a remplacé l'eau après par les chocs, les électrochocs. Bon, qui se font aujourd'hui de façon non douloureuse, etc. Mais enfin, quand même, à qui peuvent parler les gens qui sont hospitalisés? Et je termine sur un dernier exemple. Je connais des gens qui sont en EHPAD, dans l'état actuel, là, qui, eux, la rupture du lien social et le confinement, ça a entraîné des syndromes de glissement et des morts, indépendamment de la Covid elle-même, ou du Covid lui-même. Eh bien, il m'est arrivé d'aller rencontrer des gens qui sont victimes d'Alzheimer. Vous arrivez, ils ne vous reconnaissent pas. Mais ils ne vous reconnaissent pas, c'est terrible quand c'est un parent, par exemple. Et puis vous parlez avec eux. Une heure après, quand vous parlez, on peut avoir la même discussion qu'on a là, parfois. Et vous vous dites, mais il faudrait davantage de gens dans les EHPAD, plutôt que de payer des tonnes de médicaments dont on vous dit en plus que concernant Alzheimer, ça ne sert à rien. Vous voyez, il y a vraiment un renversement politique possible si on prend en compte cette dimension qui consiste à considérer que le sujet, il faut lui rendre toutes ses chances, mais des fois, il faut se donner du mal pour qu'il les ait. Bon, je ne sais pas, c'est comme ça que je ferai écho à ce que vous dites, mais c'est… J'ai failli dire, j'ai rien à rajouter, mais je viens de le faire. Marie, tu ouvres ton micro, Marie. Alors, je reconnais ma culpa, j'ai écouté le discours de Macron, c'est la banalité du mal capitaliste et du mal aussi. Voilà, après, ce que je voulais dire et ce qui m'interroge, ce que j'ai écouté sur le désir et sur l'altérité, c'est des choses qui me parlent énormément et qui m'interrogent. D'autant que je trouve que dans notre collectif sur Stop, loi de sécurité globale, c'est quelque chose qu'on avait expérimenté en vrai. Qu'est-ce qu'on fait du désir des autres? Et qu'est-ce qu'on fait du désir de vie? Qu'est-ce qu'on fait des pulsions de vie? Comme le disait Daniel tout à l'heure,
qu'est-ce qu'on fait aussi du désir des autres. Et je trouve qu'on a du mal avec ça, parce qu'on incorpore, alors je ne sais pas si c'est de l'ordre du surmoi, je ne m'y connais pas du tout en psychanalyse, mais on incorpore un ordre donné. Et j'ai l'impression que ce manque de liberté, il est aussi sur l'incorporation qu'on a fait toutes et tous, sur quelque chose qu'on ne comprend pas bien, mais qui nous fait peur, par rapport à la pandémie, qui nous fait peur par rapport même à l'OPP où on voulait surveiller les personnes ou surveiller pour pas que ça se passe. Et en fait, je n'en sais rien, peut-être que c'est un peu quelque chose de dépressif, mais qu'est-ce qu'on fait du collectif, qu'est-ce qu'on fait du désir de l'autre et qu'est-ce qu'on invente? Parce que, à mon sens, la seule solution, ce serait d'inventer des choses qu'on essaye de faire. Hein. Enfin, c'est pas qu'on n'essaye pas, quoi. Mais jusqu'à quelle partie on renonce, nous, à notre idéal de vie et à notre utopie. Et l'utopie, pour moi, elle est constructive de notre identité, de mon identité. Qu'est-ce qu'on fait de cette utopie et qu'est-ce qu'on fait d'un collectif pour essayer de faire vivre ça, quoi. Alors, je ne sais pas si je peux avoir des réponses, peut-être que c'est vraiment trop abstract ce que je dis, mais ma question, en fait, c'est la question du sens, quoi. Comment on fait pour relier des désirs, parce que ce n'est pas de la jouissance dans ce qu'on a vu, ce n'est pas de la jouissance d'objets, c'est vraiment des désirs d'hommes et des désirs de femmes qui doivent faire un collectif, qui doivent être courageux aussi, comme la fin du courage, comme t'explique Cynthia Fleury, comment on fait pour être radical, quoi. Voilà. Et je me dis, il faudrait qu'on soit radical. Oui. Il faudrait qu'on soit radical, pas radical dans le sens radical dans le sens de nos racines et dans le sens de notre identité pour construire du collectif. Voilà. Après, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, hein, mais je ne sais pas comment il faut. Je ne sais. Il y a des fois où je ne sais pas, parce qu'entre les trucs qu'on incorpore, je ne sais pas. Non, mais moi, je crois que vous dites très bien les choses. Là, je commence par la fin. Si je peux faire écho tout de suite, je ne sais pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Je me rappelle quand, dans l'université, dans le champ de la psychiatrie, on a commencé à parler de déradicalisation à propos des djihadistes, etc. Personnellement, j'ai pensé qu'on marchait sur la tête. Parce que ces gens vont chercher des racines, parce que précisément, on les prive ici de la possibilité de s'enraciner. Je caricature, hein, parce qu'il y a d'autres facteurs. Moi, je crois en effet qu'il faut être radical, il faut radicaliser. Ça, il faut qu'on soit radical. De ce point de vue-là, c'est déjà une posture, hein, de le dire comme ça. Ensuite, je crois que, non, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Il faut que chacun d'entre nous ne cède pas sur ce sur quoi il pense qu'il ne peut pas céder, sans se renier. Donc, tant pis, on dit qu'on n'est pas d'accord, c'est comme ça que le collectif avance, moi je ne sais pas. Et sur le désir, alors bon, là peut-être il faut arriver à s'entendre un petit peu, parce que le désir, je crois qu'il est inincorporable, parce que le désir, ce n'est pas le désir de quelque chose. Quelque chose n'est jamais que ce dans quoi on investit le désir. Mais enfin, quand même, le désir, c'est toujours désir d'autre chose. C'est pour ça qu'il y a une éthique du désir qui est requise. Mais quand même, c'est pas, enfin, je sais pas, vous avez remarqué quand même dans les histoires amoureuses, vous pouvez être très bien avec la personne que vous aimez, mais votre désir, quand même, quelquefois, il cavale ailleurs, il regarde à côté. Mais ce n'est pas la peine d'aller à côté, parce que si vous allez à côté, il ira encore ailleurs, je vous le dis tout de suite. Le désir, c'est le désir. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Bon, donc là, en effet, je n'ai pas de réponse, moi. Sauf collectivement, quand on se donne des objectifs, on essaye de construire quelque chose, on discute de ces projets. Ça, c'est la question politique. Comment sans mettre le désir en avant, on essaye de s'écouter. Alors, j'ai un exemple dans la tête. Évidemment, il est très particulier. Je suis allé en Colombie, j'allais à un moment donné très souvent en Colombie. Et la dernière fois, on m'a fait visiter une maison qui s'appelle la Maison de la Mémoire. C'est à Medellín. Et cette Maison de la Mémoire, figurez-vous, elle a été
construite à l'occasion des discussions ce qu'on appelle le processus de paix, qui devait permettre aux FARC de désarmer. Cette maison, elle est un lieu où se rencontrent les victimes des FARC, de l'armée, des paysans déplacés, des enlevés, des séquestrés, de la population ordinaire, etc. Tous les gens qui, à quelque degré ou à un autre, ont à souffrir de la guerre civile, se rencontrent pour que chacun essaye de donner un sens à la façon dont il a vécu son rapport à cette guerre civile, mais de façon à tresser ensemble, faire une tresse d'un discours qui n'exclut aucun comment on pourrait dire, des acteurs de cette guerre civile, même s'ils étaient des adversaires politiques. C'est-à-dire qu'ils essayent de contribuer à un sens commun. Évidemment, c'est un cas très particulier, hein, mais tellement pur, à tel point d'ailleurs que le gouvernement actuel a refusé les crédits à cette maison parce que lui, il veut criminaliser les FARC, dont vous savez qu'une partie sont repartis dans la guérilla, etc. Bon, il faut faire l'histoire de la Colombie. Mais moi, vous voyez, une des choses qui me frappe dans le débat, alors c'est plus large que la question que vous venez de poser, Marie, mais je suis quand même frappé que dès le début de la pandémie, il y avait ce mot d'ordre à la télé, restez chez vous. Ils auraient déjà dit restons chez nous. Ça n'avait pas le même sens. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'à aucun moment nous ne soyons associés aux décisions que nous devons prendre. Là, ce soir, on nous prêche un nouveau système. Mais franchement, est-ce qu'on est incapable dans ce pays de faire ce qui a été fait sous la Révolution française, des cahiers de doléances ou n'importe quoi, et qui nous permettent de dire comment nous voulons mettre le Covid en dehors de là. Moi, je ne veux pas m'habituer à vivre avec le Covid. Oui. Mon adversaire, c'est le Covid. Et je n'ai pas envie qu'on crée une situation dans laquelle il faut s'habituer avec moi. Je ne sais pas, c'est un peu à côté de ce que vous dites, mais je ne suis pas foutu de faire autre chose que de me mettre un peu à côté. Sandra? Bonsoir et merci pour toutes ces interventions. Donc, j'avais plusieurs choses à remonter à partir des interventions qui ont eu lieu. Donc, je rebondirai sur ce qu'a dit Daniel au niveau, justement, à un moment donné, en novembre, lorsque nous nous sommes mobilisés. On va dire qu'entre le 27 et le 28 novembre, il y a quand même eu près de 500 000 personnes qui se sont mobilisées, ce qui n'est pas rien. Je tiens à le remonter. Et à Toulouse, ce que j'ai particulièrement observé, c'est une présence très forte justement de la jeunesse et du monde étudiant qui n'en pouvait plus et qui a été très présent en tout cas au mois de novembre, puisqu'après en décembre sont les fêtes de fin d'année et les étudiants sont très certainement repartis dans leurs familles respectives, sachant qu'il n'y avait plus de cours, voilà, ils étaient complètement isolés, plus aucun lien social possible. Moi, je rebondirai aussi sur un autre point, c'est que je pense que toutes les franges de la population, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, et qui que l'on soit, homme, femme, enfant, jeune, sont en souffrance, avec un sentiment de privation, d'isolement aussi. Et je me dirais que pour un certain nombre de personnes, après vous me direz si vous êtes en accord ou pas, il y a aussi une perte de sens par rapport aux principes et aux idéaux. Quand vous expliquez par rapport à la question de la perte de l'idéal, je pense qu'on y est complètement. La perte de sens, le sens au travail, le sens à la vie, le sens à la famille, l'interaction avec autrui, les liens amicaux. Et donc, chaque individu a mis en place des stratégies qui sont propres à chacun, qui sont différentes, suivant les personnes. Et ce qui, moi, m'a le plus, m'a le plus interpellée, ce sont ces mécanismes de soumission, comme vous le disiez très justement, par rapport
aux messages, y compris télévisuels, restez chez vous, messages secteur hospitalier aussi, qui étaient les premiers à le spécifier, restez chez vous. Ce que l'on peut comprendre dans un certain sens, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a eu une phase de stupéfaction, en tout cas moi c'est par ce par quoi je suis passée, de perte de sens aussi à un moment donné, et de voir qu'est-ce que je pouvais mettre en place derrière pour, en termes de mécanismes de résilience par rapport à cette perte de repères, et qui, selon certains individus qui sont peut-être plus fragiles, il y a eu une aggravation pour eux. Voilà. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, et ça, je l'ai même vécu au sein même de mon propre cercle familial, c'est ce sentiment de fatalisme. Mais que peut-on faire? Comme le sentiment, vous l'avez dit très justement, c'est-à-dire de se sentir comme un objet et non plus comme un sujet pensant, comme un sujet agissant. Et je me dis que, en tout cas au niveau du collectif, hein, comme je l'ai vécu à partir du moment où j'ai rejoint le collectif Stop la sécurité globale, il y a eu une reconstruction de sens pour moi, à nouveau une interaction sociale, même si on ne se voit pas forcément physiquement, avec un temps d'assimilation et puis des stratégies de manière à redevenir sujet à part entière. Voilà, et je me dis que le collectif permet cela et permet de maintenir ce lien social, après, à des divers degrés, selon les individus aussi, selon nos problématiques et nos parcours et nos vécus, et la façon dont on peut réagir et comment on essaye de surpasser ça. Mais je pense que en tout cas, moi, je retiens cette date, j'y reviens hein, au tout début, c'est-à-dire au 28 novembre, vous aviez ces 500 000 personnes mobilisées qui ont dit stop, stop, on n'en peut plus. Et je pense que la mobilisation, en fait, réunissait un ensemble de ras-le-bol lié à ce confinement strict, à ce manque d'isolement, cette perte de repères. Et enfin, il y avait un groupuscule qui disait stop à tout ça, avec le sentiment que, et puis la mise en perspective, hein, parce qu'il y a quand même eu les médias qui s'en sont emparés, plus dans l'agenda, on a eu quand même des affaires assez... qui ont en tout cas ému la population au niveau de ce qui s'est passé place de la République, au niveau du campement, ce qui s'est passé avec Michel Zecler. Il y a eu un ensemble de choses qui a fait que ça a réuni et ça a permis, je pense, à mobiliser les personnes et à se rendre compte qu'il y avait quand même un problème. Juste, je voudrais vous signaler un petit quelque chose. Je ne sais pas si ça vous intéressera, Marie-Jean, mais j'ai une amie qui est journaliste du côté de Bordeaux et qui a travaillé sur le milieu de la psychiatrie et qui va bientôt diffuser un projet, un diaporama sonore de 12 minutes sur la psychiatrie hors les murs. Ah oui, ça m'intéresse, oui. Merci. Non, mais je trouve ce que vous dites, je peux que le faire résonner. Je suis sûr que si on comptabilisait tous les collectifs qui existent, tous les groupes de protestation, il y a sûrement des millions de Français. Donc la question là, c'est vraiment à quel moment on atteindrait un centre de, je sais pas comment dire, de gravité, on changerait de place le centre de gravité. C'est la question politique d'un certain point de vue. Mais on travaille à ça quand on discute. Juste après, j'aurai une deuxième. Je suis très sensible aussi au fait que, en effet, il y a eu une perte de sens massive, une stupéfaction. Mais paradoxalement, je crois que c'était positif. Si on avait pu la mettre au bon endroit. Rappelez-vous, on a tout de suite dit, on va passer au monde d'après. C'était l'idée qu'on allait changer de ça, enfin, qu'on allait pouvoir trouver quelque chose. Alors, moi aussi, hein, je l'ai dit, hein, j'ai espéré que le monde d'après ne serait pas comme celui d'avant. Seulement, je trouve que enfin, je ne sais pas s'il faut dire la politique dans ce cas-là, où les puissances, à la fois de politique et d'argent, ont des ressources, ont de sacrées ressources, puisque
je crois qu'elles ont cultivé, je ne sais pas si c'est délibéré, là, il n'y a pas besoin de penser à des complots, hein. C'est un des effets de l'accident. Ce sentiment d'impuissance que vous dites, ça c'est le plus terrible. Parce que même devant la pandémie, on a cette idée que si ça nous chope, on va peut-être crever et qu'on ne peut rien faire. Vous vous retrouvez, on vous dit tous les jours qu'il y a quelqu'un qui est mort, il était jeune, il a chopé, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, quelqu'un qui était vacciné à Astra, une jeune femme, enfin jeune, 42 ans, pour moi c'est très jeune, mais... Et voilà, pof, elle est morte 17 jours après, thrombose, bon. Et on a l'impression que comme ça, là, on est complètement démunis. Et devant ce sentiment d'impuissance, on a l'impression que le système, entre guillemets, lui, il n'arrête pas de fonctionner. Je veux dire, la bourse a augmenté, les sociétés gestionnaires d'EHPAD ont déversé des dividendes à leurs actionnaires pendant qu'on y mourait. On en profite pour essayer de faire passer peut-être l'université et un certain nombre d'autres entreprises au télétravail, mais ça sera peut-être sans retour, c'est-à-dire avec des dispositifs où il faudra qu'on paie son bureau, sa chaise, son fauteuil, son ordinateur, comme Uber paie sa voiture, etc. Je veux dire, on rentre dans un système économique d'un genre nouveau, mais pas pour notre bonheur, même si on peut être content de travailler chez soi, etc. Hein, ça, donc, il y a des choses comme ça à regarder. Et peut-être que, enfin, juste ce sentiment d'impuissance-là fait qu'aujourd'hui, la même majorité qui peut-être au début parlait d'un monde nouveau, dit vivement qu'on revienne au monde d'avant. On a changé de tonalité dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, sortir de la situation, c'est en effet relancer la machine économique pour pouvoir reprendre enfin les choses normalement. Mais les choses normalement, c'est pérenniser ce putain de système. Alors, je ne sais pas, je regarderai, si vous avez les références de cette journée, ça m'intéresse vraiment. Mais après, ce que je crois, c'est qu'on est condamnés, nous, à militer partout là où on est, en espérant que nous arriverons à archipéliser tout ça. Parce qu'un archipel, quand même, les limites de l'archipel, elles sont plus larges que la somme des îles. Bon, c'est là-dessus que je compte. Mais je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre. Donc, je ne suis pas du tout, pessimiste. Mais je ne suis pas optimiste. Je pense que si on ne fait rien, on va dans le mur. Il n'est pas très loin. Donc, on est condamné à faire quelque chose. Et si on le fait, alors c'est vrai qu'il y a quelques années, la fin du monde, moi, quand on me parlait de la fin du monde quand j'étais enfant, c'était quand le soleil s'éteindrait. Ça laissait du temps, même si ça pouvait me déprimer un peu. Je vous fais confidence là. Mais aujourd'hui, la fin du monde, elle est rentrée dans un temps historique. Je veux dire, avec la montée des eaux, le dérèglement climatique, les déplacements de population qui vont avoir lieu, les crises politiques qu'il y a, la crise économique qu'on a devant nous, parce que 2008, on l'a traité de la même façon qu'a créé la crise. Je crois qu'on a un cocktail explosif là qui fait que je ne sais pas si on va réchapper. Mais si aujourd'hui on fait chacun ce qu'on pense devoir faire pour pouvoir vivre avec les solidarités que vous évoquez, on est capable de créer, alors la fin est moins sûre. Cette fin-là n'est pas sûre. Mais il faut changer maintenant, pas demain. On n'a pas. C'est pas vrai qu'on peut raisonner en disant 3 degrés aujourd'hui, 4 degrés demain. Il faut changer tout de suite. Mais on va se coucher, on va changer. Alors, prise de parole, on a donc Claude, ensuite il y aura Hubert, puis Catherine. Claude. Mais Oui. prenez les 3 à la fois parce que je suis trop bavard, moi. Alors, 2 choses. La première, sur l'erreur de bonne foi. Il
il y a un petit livre qui s'appelle la langue retournée de la culture de Michel Simoneau. Ah oui. C'est parfait, ça. Et Ouais, ouais. voilà, le néolibéralisme tente à infuser dans tous les domaines. La langue est un vecteur essentiel de cette infusion. La culture n'y échappe pas. Et puis ma deuxième, alors je ne veux pas participer au débat parce que le débat, non, ça suffit. Macron nous a suffisamment roulé avec le débat. Non, mais pas, moi, je ne parle pas de celui-là. Hein. Non, mais je blague. Je blague. Par contre, il y a une chose qui m'a beaucoup touché quand vous avez dit que quand le sujet parle, c'est toujours adressé. Et je vais lire 2 textes très courts, s'il vous plaît. Je ne les commenterai pas. La main tenant la rampe et le soleil d'hiver dorant les murs. Le soleil froid dorant les chambres fermées. La gratitude envers l'herbe des tombes, envers les rares gestes de bonté, et toutes les roses éparses des nuages, les braises laineuses des nuages, éparpillées avant que la nuit ne tombe. Le deuxième texte qui est encore plus court. Comment dire cela? On a touché à quelque chose de si froid que toute l'année en est atteinte, même au cœur de l'été. Parler de glacier serait beaucoup trop beau. Même parler de pierre enjoliverait cela. C'est une forme de froid qui atteint, au cœur du bel été, votre cœur. Une main trop froide pour être encore de ce monde. Le rire d'un enfant, comme une grappe de groseilles rouges. Qui a écrit ça? C'est Philippe Jacotet dans Notes du ravin. Et pour moi, la poésie est l'un des lieux essentiels pour ma propre vie et je crois pour la vie de beaucoup. Ce qui m'a touché aussi, c'est que vous dites que vous travaillez en Colombie. J'y travaille aussi beaucoup. En Colombie, on rencontre des vides poétiques, des vides poésie et des actes de poésie. Oui. Je n'ose pas, j'ai dit que je me tairais, mais sur la question de la culture, oui, la culture, elle est tout aussi formatable et récupérée par le marché. Mais je crois qu'il faut distinguer, moi, ce que j'appellerais le travail de culture, mais peut-être que ce qui l'illustre le mieux, c'est le poète, en effet. Bon, donc je ne reviens pas sur la poésie. C'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé la seule chose que j'ai aimé dans le changement de Trump Biden, c'est la venue d'Amanda, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Il a invité une poétesse et je savais qu'elle avait dit par ailleurs que la poésie, c'est une arme. Alors peut-être on n'aime pas la métaphore, mais c'est une arme parce qu'elle détruit la langue pour la reconstruire, quelque chose comme ça. Et je crois que ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est vrai au niveau de chacun d'entre nous. C'est que, c'est Agamben qui dit ça peut-être mieux que moi, quand il parle du contemporain. Il dit le contemporain, c'est pas celui qui vit à notre époque. Je le traduis dans mes mots. Hein. C'est celui qui parle. Mais puisque quand il parle, il réinvente, ou il invente, ou il crée par le fait même de parler, il est toujours en avance sur son temps. Et je crois que c'est ça le poète, par excellence. Bon, donc je développe pas ça plus, mais je suis absolument sur ce que vous venez de dire. Donc, quand je dis débat, c'est inventons nos modes de collectif qui donnent sa chance à ça. Mais c'est pas d'aller
Mais on doit quand même inventer des dispositifs. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on arrive à inventer des trucs. Non pas en disant je vais inventer, je vais le penser. Je crois qu'on ne peut l'inventer qu'en pensant, qu'en acte, comme on le fait là peut-être. Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est juste pour faire écho à ce que vous dites qui me touche beaucoup. Mais Jacoté, oui. Donc Hubert et Catherine. Ouvre ton micro, Hubert. C'est fait, ça y est. Bon, ben après ces moments poétiques qui m'ont aussi un peu envoyé en l'air, j'avais envie, moi, de retomber sur terre, mais la terre dure, de ce que nous vivons. Et après, donc, les mouvements Gilets jaunes qui ont été sévèrement réprimés, est arrivée cette affaire Covid. Cette affaire Covid qui nous a d'abord sidérés, mais ensuite, une fois que personnellement j'ai repris mes esprits, j'ai constaté qu'on nous vendait quand même une histoire. Cette histoire, chacun la vit, comme tu l'as dit, chacun est un sujet. Il y en a qui la vivent très très mal, d'autres se débrouillent mieux. Mais maintenant qu'on a quasiment un an de recul là-dessus, que la communication permet de savoir un peu mieux ce qu'est cette histoire, parce qu'elle est vécue mondialement, chaque pays a son histoire de la Covid, que des gens font leur boulot, je vais parler là des journalistes, il y a des gens qui font leur boulot, et si on s'informe, on se rend compte quand même que cette histoire est racontée différemment d'un pays à l'autre. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il y a en France, au niveau politique, une acceptation de l'histoire telle qu'elle nous est racontée en France. Et j'aurais aimé que des politiques en France se saisissent de l'histoire Covid telle qu'elle est racontée dans d'autres pays, et ce n'est pas du tout la même histoire. Et là, je suis un peu en colère parce qu'en France, ce que j'appelle les gens qui sont plutôt à gauche semblent tous accepter cette histoire telle qu'elle est racontée par Macron et ses sbires, alors que d'autres résistent. Et ce que je suis courroucé par ce truc-là, c'est que c'est plutôt à droite que je vois des gens qui réagissent parce qu'ils n'ont aucune inquiétude électoraliste. Et tous ceux qui sont impliqués par la vie politique, j'ai l'impression qu'ils n'osent pas, ou ils ne veulent pas, ou ils ne peuvent pas, je ne sais pas. Là, je deviendrais presque schizophrène. Pourquoi on n'est pas suivi par ceux en qui on a quand même placé notre confiance pour nous défendre? Là, j'ai une très très grosse interrogation. Je ne suis plus dans la poésie. Voilà, c'est une interrogation que j'ai. Pardonne-moi, mais pour être clair, ça porte sur quoi ton… Ben, pourquoi il y a des gens qui devraient prendre à bras le corps et réagir par rapport à l'histoire Covid telle qu'elle nous est racontée. Quand on voit l'affaire du Remdesivir, c'est une truande notoire, et c'est pas la seule, c'en est une. On achète pour 1 milliard et le lendemain est pondue une feuille qui dit ça ne sert à rien, il ne faut surtout pas l'utiliser. Mais ça, c'est une des gouttes d'eau de cette histoire Covid. Je crois que l'histoire Covid telle que nous l'avons vécue tous, si on regarde que l'aspect logique, elle devrait s'effondrer. Eh bien, les gens qui nous représentent, sur lesquels moi j'appuie, eh ben, ils disent rien là-dessus. Alors pourquoi? Il y a une psychologue, j'en avais parlé avec toi, Marie-Jean, qui avait dit pour le 11 septembre, les gens bien se taisent. Et c'était ce qui se passait pour le 11 septembre. Elle avait remarqué que finalement, il y a des gens qui devraient l'ouvrir, ben, ils ne l'ouvrent pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des gens après lesquels on attend, nous. On est là, on se fait embêter, j'allais dire un autre mot, comme tout à l'heure encore au Capitole, où ils nous ont encerclés, puis les papiers, etc. Et on n'a personne au-dessus qui fait autre chose qu'aménager. On aménage la Covid. Et ça ne nous aide pas. Hein. Et je constate que ça fait beaucoup de gens qui plient. Ils n'ont plus d'espoir. J'ai l'impression que je suis un intrus quand je dis attendez, il y a de l'espoir parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se battre.
Et comment redonner espoir à des gens que je vois passer la tête baissée? Parce qu'eux, ils sont matraqués par l'histoire Covid telle qu'elle est racontée. J'aimerais voir plus de défense au-dessus. Pourquoi on se tait au-dessus? J'ai cette impression. Alors peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'au-dessus de nous, ben, l'affaire Covid, elle est emballée, pesée, et que c'est comme ça. Et puis tu en as parlé, on nous a donné des espoirs de la vie après, sauf qu'ils sont en train de nous montrer que non, 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 on va vous mettre le pass, on va vous mettre... Et puis c'est réglé là, hein, on n'en sort plus. Dur, dur. Non, ça par rapport au collectif, enfin, on prend les autres remarques, mais par rapport au collectif, là, votre collectif, la seule chose qui me frappe vraiment, en effet, c'est que de la même façon que la loi de sécurité à propos du terrorisme est finalement passée dans la loi, il est vraisemblable qu'un grand nombre de dispositions de la loi de sécurité sanitaire vont passer dans la loi et que ça va renforcer. Bon, enfin, je n'ose pas développer ça. Après, je ne sais pas trop, parce que dans la façon dont tu le dis, je sais, ça supposerait sans doute une discussion affinée pour avoir une idée exactement de quoi il retourne. Mais ce que je peux dire, là où je ne sais pas si ça va dans le même sens, mais c'est que je crois qu'on doit interpeller nos partis ou les gens avec qui on se sent proche. En tout cas, moi, ma position, encore une fois, c'est de ne pas rentrer dans une logique où on se préparerait à vivre avec la Covid, parce qu'il y aura des virus tout le temps. Je crois qu'il faut vivre avec l'idée qu'il faut se battre contre. On y arrivera ou on n'y arrivera pas, mais il n'y a que ça qui peut nous obliger à inventer un mode de réponse radical, en quelque sorte. Tous les modes d'ajustement vont se faire au profit des gens qui exploitent. C'est comme ça que je l'analyse. Mais là, on discute politique. Ça supposerait, oui. On est d'accord. Je suis prêt à changer d'avis sur cette acceptation de la Covid, c'est une question éminemment politique. La politique pure. Alors, Catherine qui attend depuis longtemps. Ensuite, je lirai une question. Et il y a les autres à la suite. Donc, Catherine. Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui, on ne vous voit pas. Non, c'est normal. D'ailleurs, je peux dire un mot à ce sujet. Hein, je ne mets pas ma caméra. Et c'est vrai que la situation actuelle nous amène de zoom en zoom, je ne sais trop quoi. Et finalement, nous ne pouvons plus sortir, nous habiller, nous maquiller, bref, nous rendre présentables pour aller rencontrer les autres. Sauf que de zoom en zoom, moi, j'en ai marre d'exposer mon intimité, mon intérieur, ma tapisserie. Donc, je ne mets plus ma caméra. J'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre pour pouvoir aller vers les autres, devoir aussi montrer ce que je suis chez moi. Et ça, je ne veux plus. D'autant qu'on ne va pas tarder à nous y coller d'autres caméras chez nous, hein, au rythme où ça va. Autre chose. Là, c'était donc pour répondre impromptu à cette remarque sur la vidéo. Je voulais revenir à quelque chose qu'on a abordé au départ, qui est le rôle du médical dans nos vies aujourd'hui, et exprimer quelque chose que je vis avec une violence absolument insupportable, qui est, j'ai l'impression de vivre dans la République des médecins. Alors, des médecins qui en plus ne sont pas d'accord avec des injonctions contradictoires, nous voulons ceci, un confinement, pas de confinement, de l'air, pas de l'air, ça devient insupportable. Et moi, j'ai envie de dire à cette gente médicale, de l'air, s'il vous plaît, c'est vous qu'on ne veut plus voir. Paradoxalement, dans la situation actuelle. Nous sommes, je pense qu'il va falloir vraiment interroger le rôle du médecin dans nos vies, ou des médecins, parce qu'ils sont en train de prendre une place de plus en plus grande, avec non plus un idéal de soins, de care, mais un idéal qui devient normatif. Et là, on sort complètement du rôle, me semble-t-il, du médecin. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'était hier, me semble-t-il, le président du Conseil de l'ordre des médecins qui prend la parole pour réclamer un confinement.
Mais enfin que je sache, le rôle de l'ordre des médecins n'est pas de réclamer un confinement, mais bien de se mêler et de s'occuper exclusivement de déontologie médicale. C'est pour moi le signe d'une dérive totale de cet univers médical qui entend donc se mêler de tout et de n'importe quoi à tout moment. Et d'ailleurs, même Macron en a été victime. Dans un premier temps, il avait son conseil scientifique, son pool de médecins autour de lui, qu'il a écouté. Il lui a fallu pas mal de temps pour leur échapper, pour s'en sortir. Et là, nous avons Macron révolté, Macron qui pense par lui-même, Macron devenu épidémiologiste à force de ne plus supporter, plus personne ne supporte les épidémiologistes de tous bords, ce qui est quand même un peu fort parce qu'on en a quand même un peu besoin. Je crois vraiment qu'on est dans une situation où il va vraiment interroger le rôle du médical et voir comment on va pouvoir arriver à coopérer, à vivre malgré tout avec des médecins dont nous avons besoin, mais sans leur laisser, tel que c'est aujourd'hui, prendre une place démesurée dans le fait de penser nos vies et nos sociétés. Je vois là à nouveau poindre ce qui a pu se passer en psychiatrie, dont il a été question aussi, avec ce rôle très, très normatif de la pensée psychiatrique qui nous disait qui nous devions être et qui nous ne devions pas être, et ce qui était bien et ce qui était mal. Nous avons donc une médecine qui nous dit le bien et le mal. Ce sont les nouveaux curés, c'est pas nouveau, mais alors vraiment, ça prend une ampleur absolument démesurée. Et ce rôle du Conseil de l'ordre, qui selon moi est à réformer totalement, parce qu'on peut remarquer que les médecins parlent aux médecins et en exclusive, les patients ne sont pas présents, y compris quand il s'agit de juger un médecin fautif. Mais je ne vais pas m'étendre plus sur cette question, je pense que ça reviendra, on aura l'occasion d'en reparler. Mais au-delà, je suis moi-même une militante du climat, une militante de l'environnement au travers d'un combat, de mon petit combat quotidien ou pas. Des fois, j'en ai bien marre. Je vis à côté d'un hôpital qui est matraqué par le bruit des avions. Les avions décollent vers l'hôpital Purpan en permanence. Et ça amène les gens comme ça qui sont victimes de désordres environnementaux très humains, ils sont tout à fait voulus et sus. Ça amène les gens comme moi à demander des restrictions, des limitations, une réduction du trafic aérien par exemple, et donc du voyage par avion. Et de même pour les militants du climat, mais qui disent on ne va plus pouvoir faire ceci ou cela, et c'est plus possible parce qu'on a un impact trop grand sur notre environnement du fait de l'utilisation de ceci ou de cela. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les militants du climat ne vont pas devenir les nouveaux médecins? C'est-à-dire que, et on nous le renvoie déjà en nous traitant de Khmer vert, est-ce que nous sommes en train d'allons devenir, en suivant, après le Covid, ces espèces d'êtres normatifs qui ne cessent d'inquiéter un certain nombre, qui résistent au changement, et c'est humain. Nous demandons beaucoup de modifications dans nos façons de vie, et c'est aussi les données de l'évolution de ce climat, c'est tout à fait le réchauffement climatique est absolument ahurissant, il va beaucoup plus vite que prévu, et donc ça va vers. Ça nous oblige à demander des bouleversements importants dans nos vies. Qu'allons-nous devenir, nous militants de climat? Sommes-nous les futurs dictateurs, les futurs médecins, comme on nous le renvoie déjà? Ouais, c'est une super question. Est-ce que tu en veux une autre ou est-ce que tu veux réagir de suite? Bon, on peut prendre l'autre et puis je réagirai, oui, à ça. Ça me Alors, il y a paraît précieux. Daniel. Est-ce que tu lis la question de Daniel ou c'est moi avant d'entamer ta question toi? Vas-y. Moi, je voulais juste remarquer 2-3 choses. Et je pense qu'il faut de toute façon arrêter la liste des questions et puis que Marie-Jean répondra après parce qu'il est 10h moins 9 pour qu'on puisse respecter l'horaire. Mais moi, il y a une chose un constat que j'ai fait par rapport à la coprésence de la lutte contre la Covid et en même temps de la lutte contre la loi sur la sécurité globale, c'est qu'il y a recomposition au niveau local des forces politiques. Tout à l'heure, il y a Sandra et Claude qui sont intervenus l'un après l'autre. Et c'est clair que
On a vu apparaître les journalistes comme Sandra, les photoreporters au niveau des luttes locales, on ne les voyait pas apparaître avant. On a vu apparaître les artistes, il y a Claude, il y en a d'autres, il y a Ozar, etc., qui sont souvent là. Autrement dit, il y a recomposition aujourd'hui du tissu social par rapport aux luttes globales sur les lois, alors que chacun ou chacune est souvent dans son précaré ou dans son coin. Et ça me semble intéressant. Alors, par rapport à Catherine, d'abord, tu peux changer ton fond d'écran virtuel, Catherine, derrière. Tu n'es pas obligé de montrer ton intimité. C'est une des particularités de Zoom, on s'y est habitué. Mais je pense que la question du biopouvoir, comme on parlait de Michel Foucault, n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, les médecins ont la prétention, remplaçant le bon Dieu, de nous dire ce qui est juste et pas juste, ce qui est vrai et pas vrai. Et ce qui a été rigolo dans cette crise sur la Covid, c'est que Macron et toute cette nouvelle sphère de techno, machin, truc chouette, qui ont la prétention de tout savoir sur tout, ont contesté ce pouvoir-là. Et qu'on a vu apparaître des contradictions dans ces biopouvoirs, en tout cas des débats publics qui n'apparaissaient pas auparavant sur qu'est-ce qui est bien et pas bien. Mais je pense que la question du pouvoir médical comme remplaçant le pouvoir divin, il a plus de 100 années, donc c'est pas récent. Par rapport aux journalistes, je suis chargé de lire la question de Didier, qui est du syndicat national des journalistes, qui est sans micro, précise-t-il. Je soumets cette question quelque peu paradoxale, puisque je suis journaliste. La coordination contre la loi de sécurité globale s'est particulièrement focalisée sur le droit à informer, à être informé. Mais pourquoi, selon vous, cette question a été à ce point centrale? Pourquoi la question de l'information aujourd'hui a été centrale dans cette période-là et sans doute pas que dans cette période-là? Voilà. C'est la question de Didier, Sandra et après Gisèle. Oui, alors moi juste je voulais rebondir par rapport à une question d'Hubert. Donc je lui propose peut-être de lire le livre d'Aria Halimi, Le coup d'état d'urgence, qui va vous expliquer la question de l'état d'urgence sécuritaire à l'état d'urgence sanitaire et vous expliquer les mécanismes de ceux qui rentrent dans le droit commun, de l'exceptionnel au droit commun. Voilà. Je pense qu'on est sur, et on a assisté sur une gradation des formes de répression. Je vous renverrai sur l'article dernier qui est paru sur Mediapart, une tribune menée par le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et une autre institution sur la question des verbalisations qui ont été menées par rapport aux questions des fameuses attestations qu'il fallait soi-même rédiger et qui répondaient en fait où il a été établi que les attestations délivrées par le ministère étaient les seules à retenir, alors qu'en fait, dans le décret, ce n'est pas ça qui était à prendre en compte. Et donc, il y a eu un certain nombre de verbalisations qui ont été menées en méconnaissance, en tout cas, du décret, du contenu de ce décret. Voilà. Pour Catherine, je la remercie pour la question de la vidéo et de la question je dirais, je rebondirai sur l'usage des drones dans l'espace public, mais qui ont une portée telle qu'elles peuvent aussi intervenir dans l'espace privé. Et je vous dirai que ce sur quoi on lutte est en rapport avec ça. Et puis, en fait, sur la question de la place du médical, il y a des choix politiques. On a affaire à aussi des communicants. Quelle place on lui donne, quel rôle on lui donne, sachant que je rejoins totalement Daniel, où on a pu voir ces derniers temps que cette place-là a été un petit peu réduite par rapport au tout début, il y a un an. Et je finirai par le quid de l'écoute au niveau de ceux qui sont à haute place, l'écoute du citoyen.
Et on a bien vu les résultats par rapport à la question des gilets jaunes, ce que ça a donné. Et je reviendrai juste bien avant les gilets jaunes. Ça a commencé en 2016. C'est pas nouveau. Et là, on assiste en fait à une aggravation sur le fait que l'on n'écoute pas forcément le citoyen au plus haut de tout ce qui est gouvernant et tout ce qui est politique, et député ou autre, où on entend, on comprend, mais on ne suit pas forcément. Et puis après, il y a un certain nombre de formes de répression qui sont réalisées dans la rue par rapport à la contestation et par rapport à l'opposition. Et je remercie Didier du SNJ de poser la question parce que j'en profite à Daniel et j'en profite Marie-Jean pour dire que pour moi, ce n'est pas anodin que l'on s'attaque à la loi du 29 juillet 1881, à la liberté de la presse, la liberté d'informer et d'être informé, parce que d'abord, on s'attaque aux journalistes et je pense qu'après, on s'attaquera aux citoyens. Merci. Gisèle, et après Marie-Jean répondra. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon, moi non plus, j'ai pas de caméra. Alors, je voulais revenir sur une question qu'avait posée Marie-Jean au début de son intervention, enfin dans son intervention, concernant le fait que les gens, ils se posaient la question du manque de réaction, comment se faisait-il qu'on ne soit pas tous sortis dans la rue se rebeller, etc. Parce que moi, sur le terrain et autour de moi, j'ai quand même constaté l'inverse. Alors, j'habite dans une commune à l'extérieur de juste mitoyenne avec Toulouse, mais il y a beaucoup d'espaces verts. Et quand on a commencé à nous dire qu'on n'avait pas droit aux espaces verts, ben, il y a beaucoup de gens qui ont enfreint la règle imposée, qui sont allés sur les espaces verts, et on a eu droit à des surveillances par hélico, des verbalisations à outrance. Il y avait des jeunes qui prenaient leur motocross et qui s'en allaient respirer un peu des bouffées d'oxygène, et bien entendu qui ont été réprimandés, verbalisés, les parents convoqués, enfin voilà, sur la période du confinement. Sur la période du confinement aussi, et au tout début, j'ai quand même vu aussi ce qui s'était passé à Toulouse quand certains ont eu le toupet de mettre des banderoles avec affiché Macronavirus en gros sur leur balcon, et comment ils ont été mis en garde à vue aussi. Enfin bon, c'était complètement délirant. On a vu aussi des médecins qui ont essayé de protester et qui ont essayé de porter une autre parole, mais qu'on a poursuivi, qu'on a étouffé, enfin qu'on a invisibilisé. Quand on a déconfiné, nous les gilets jaunes, puisque je suis aussi gilet jaune, donc dès les premiers samedis, on est allé dans la rue, enfin on a tenté, mais on a eu en face de nous une répression mais complètement délirante, disproportionnée, avec des verbalisations en outrance, des baqueux qui nous poursuivaient tout partout dans les petites ruelles, etc. On a vu comment on allait réprimer tout spécialement les jeunes dans les quartiers sensibles qui eux aussi, dans ces appartements trop exigus, sortaient, avaient besoin de sortir, et que, effectivement, on a fait du zèle pour pouvoir montrer à quel point ils étaient désobéissants. Enfin, en gros, bon, je ne vais pas tout énumérer, mais en gros, ce que j'ai envie de dire, c'est que tous ceux qui ont protesté, ils ont été nombreux, on les a invisibilisés, et qu'on a donné la parole. Alors quand les médecins protestaient, bon, on a entendu les autres, tous ceux qui étaient dans le moule ou qui étaient de mèche avec les Big Pharma ou autres, ou le conseil scientifique, enfin on les a beaucoup entendus, ceux-là. Et tous ceux qui ont été des rebelles, ben, très vite on les a étouffés. Mais par contre, la répression était sur le terrain, elle était là en permanence. Beaucoup, on a été nombreux à malheureusement devoir subir les attestations et à les contourner en ayant plusieurs à portée de main. Enfin, je veux dire, on a été plusieurs. Il a fallu qu'on proteste pour avoir le droit de manifester, y compris pendant le confinement. Il a fallu qu'on proteste pour avoir, enfin, ne plus avoir ces attestations de dérogation à remplir. Voilà, bon, moi je crois quand même qu'on a été nombreux à protester, qu'on a essayé, que le collectif qu'ils aient créé, cette coordination, l'a permis effectivement de nous rendre visibles au moins, mais je crois pas, je suis pas aussi pessimiste, je crois pas que les gens ont tous accepté aussi passivement ce qu'on voulait leur imposer. C'est ce que je voulais dire. Une dernière intervention de Marie Toustou, et après Marie-Jean va clore et on va être obligé d'arrêter cette rencontre. Marie?
Je suis désolée, hein, et je vais faire très court. C'est vrai qu'avec l'Observatoire des pratiques policières, dont fait partie Daniel, dont fait partie Pierre, dont fait partie Pascal aussi, on a beaucoup Et observé Henri. les jeunes et l'empêchement des droits, on l'a beaucoup observé. Et je pense que par rapport au Covid, on a aussi observé autre chose. Et je pense que là-dessus, si on a quelque chose à penser, peut-être maintenant, avec l'intervention de Marie-Jeanne Sauré, c'est qu'il y a peut-être un avenir possible, alors que même si on en doute, et qu'on va se le construire. Et avec l'autre chose qu'on fait, stop à la loi contre la sécurité globale, on avance. Après, même si c'est compliqué, même si c'est souvent à discuter, si c'est à réinventer, je pense qu'on avance. Voilà. En fait, c'était plus pour remercier que pour amener quelque chose là. Voilà. Mais par rapport aux Gilets jaunes, je pense que c'est effectivement, ça a été des manquements de droits qui ont été pendant 2 ans complètement, qui paraissaient invisibles et qu'on a essayé de rendre visibles. Comme quoi, ça vaut le coup de faire ensemble. Merci Marie. Marie-Jean? Bon, merci de toutes de ces contributions. Moi, je ne pense pas pouvoir répondre, je n'ai pas de réponse à ça. Je vais peut-être prolonger encore un peu, si vous êtes patient. Je suis content d'avoir interpellé, je ne sais plus qui c'était, sur l'écran, parce que ça permet en effet de montrer comment jusque-là on est impacté mais pas seulement par la situation. Donc, et c'est tout à fait respectable en effet. Après, j'ai plusieurs remarques à faire. Alors, justement, sur la première remarque est cette République des médecins. Mais à dire vrai, faisons attention que, évidemment, là, ça prend cet aspect avec la pandémie, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines. Moi, c'est ce que j'ai mis sous la rubrique la science, et ça vaut pour la médecine, même si c'est un art, ce n'est pas exactement une science, mais la science ne nous dit pas ce qu'il faut faire de la science. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'abandonner aux savants. Pas plus que la médecine, de certains points de vue. Mais ça n'a pas commencé avec les médecins. Rappelez-vous que dans le gouvernement Macron, le responsable de l'orientation de l'éducation nationale, c'est un neurocognitiviste, c'est Dehaene, et qui oriente toute l'école sur la question des apprentissages et la façon de développer le volume du cerveau. C'est plus important que les contenus culturels et pédagogiques. C'est vrai de l'économie. Comment ça se fait qu'on ait abandonné aux économistes toute la gestion de la... Ça nous paraît même normal que les économistes s'occupent d'eux. Mais les économistes ne nous disent pas ce qu'on fait comme société. Notre société, elle n'est pas... Donc, il y a vraiment une question politique qui est posée par le fait d'abandonner à des spécialistes et maintenant aux médecins la gestion de notre organisation sociale. Bon, et c'est vrai que j'ai entendu aujourd'hui que Macron s'était déclaré, ou c'est Baquet qui a déclaré que Macron lisait le Lancet, était devenu plus fort que les épidémiologistes, puisqu'il avait lu les articles qu'il n'avait pas lus, etc. Donc, donc, moi, je crois que là, c'est tout ça qui nécessite que nous pensions une façon de faire de la politique de façon à ce que le citoyen soit concerné par ce qu'on fait de notre médecine, de l'économie et de la science dans tous les domaines. Et puis, il n'y a pas que la science. Et ça me paraît un point fort, très difficile à mettre en œuvre, mais un point fort. Et je suis très sensible à une remarque que vous avez faite sur le fait de savoir si les militants ne vont pas se radicaliser et devenir à leur tour. On voit qu'il y a une espèce quelquefois de je ne sais pas comment dire, de radicalisme de l'écologie, de radicalisme du féminisme, de radicalisme du communisme, etc. Mais j'ai mentionné ça, quand j'ai mentionné les radicaux, je dis aussi les idéologies. C'est une pente du moment de se radicaliser, sans compter que ça va porter un vrai problème, ça va poser un vrai problème politique, parce que si vraiment à un moment donné, on est à 2 mètres du mur, on n'aura pas le temps de discuter.
Et il faudra peut-être arracher le volant, le tourner, c'est-à-dire assumer ce radicalisme. Parce que ça sera la seule solution pour éviter l'accident. Bon, je ne sais pas très bien, vous voyez, mais ce sont des choses dont on devrait discuter maintenant. Prendre position maintenant, de façon pratique. Bon, je ne sais pas si ça répond très bien. Et quant à la façon de discuter, puisqu'on a plusieurs fois évoqué les gilets jaunes, rappelez-vous qu'au début, on a beaucoup critiqué les gilets jaunes parce qu'ils n'avaient pas de représentants et ils n'avaient pas de tête, ils n'avaient pas de leader. Et quand il y en a eu quelques-uns, ils ont été globalement désavoués par l'ensemble. Et pourtant, le mouvement avait sa logique et a continué à avancer. Et je ne suis pas sûr qu'il soit définitivement enterré d'ailleurs par la pandémie. Mais je crois qu'ils avaient inventé ça. Parce que quand vous avez un représentant du peuple, ben le représentant, ça n'est qu'un représentant. Ça n'est qu'un représentant. C'est-à-dire, il est comme tous les représentants, il ment. En soi, c'est un mensonge de structure, il n'est pas le peuple. Donc, il rate quelque chose. Eh bien, les Gilets jaunes avaient inventé ça, ils étaient irrécupérables par le pouvoir politique. On n'y arrivait pas à les récupérer. On a annoncé d'ailleurs que puisqu'ils n'avaient pas de leader, ils étaient morts à la première semaine, à la fin de la première semaine. Et vous avez vu que ça a duré quand même, je ne sais pas, 3 ans, non? Je n'ai pas d'idée là, je suis perdu dans mes dates. Donc, il y a peut-être un centre de tous ces mouvements. Il ira vers les 3 ans, oui. 3 ans, oui. Après, Daniel, tu as fait un certain nombre de remarques. J'en retiens une à laquelle il faudrait revenir sans arrêt. Enfin, tu as évoqué cette question du pouvoir. Bon, beaucoup de gens sont sortis de l'après-carré. Il y a une recomposition des forces politiques. Je suis absolument d'accord avec ça. Bon, c'est le constat. Mais il faut que nous réfléchissions à la question du pouvoir. Parce qu'attention, je crois que c'est un vrai problème, cette jouissance du pouvoir. Combien de fois nous avons mis à la tête de, je ne sais pas, de nos partis, du pouvoir tiers, des gens qui nous étaient proches, qui nous étaient sympas, mais quand ils sont arrivés là, ils sont devenus des prédateurs comme les autres. Enfin, plus ou moins, mais il y a un vrai problème sur la question du pouvoir. Et sur la question de Didier, qui est aussi celle de Gisèle, je crois, ou je ne sais plus, je ne sais pas si c'est s'éloigner du débat sur la nécessité de l'information, mais il y a eu, je crois que c'est Barbara Stiegler qui dit ça, il y a eu, avec l'avènement du libéralisme, plusieurs conceptions du libéralisme. Ça paraît éloigné de la question, mais je trouve que c'est en plein par rapport à la logique du moment. Il y a eu un débat entre Lippmann et Dewey. C'est-à-dire les gens pensaient que le libéralisme, c'était une façon de continuer la lutte des classes. Et Lippmann pensait que que la sélection naturelle avait sélectionné 2 classes au fond. L'élite, c'est les gens de pouvoir, eh bien ils devaient s'emparer du pouvoir et le confisquer. Et les autres, les masses, ben, c'était comme ça, c'est la sélection naturelle. Et donc il fallait confisquer la démocratie. Ce n'est pas la peine de les faire discuter, il faut surtout qu'ils n'aient pas d'informations, parce que s'ils ont de l'information, ils ne seront pas mobilisables pour le système. Et en face, il y avait Dewey, qui disait, mais attendez, qui avait la même idée hein, de cette espèce de darwinisme social. Le néolibéralisme, c'est une façon de continuer la sélection naturelle. La lutte des classes, ça n'en est qu'un aspect. Mais lui, il considérait que puisqu'on était vivant, c'est qu'on avait tous été sélectionnés. Donc, il n'y avait aucune raison qu'une partie d'entre nous s'empare du pouvoir. Donc, la démocratie, c'est le fait que la masse des gens puissent participer à la vie politique. Mais pour ça, il fallait, au contraire de ce que préconisait Lippmann, il fallait informer, il fallait compter sur l'intelligence artificielle, il fallait à tout prix que les données qu'on récupère du savoir dans tous les domaines soient mises à la disposition du plus grand nombre. C'est ça pour moi l'information à laquelle, y compris les journalistes, collaborent. J'ai appris aujourd'hui, par exemple, que dans le CV, une revue scientifique, de vulgarisation, il n'y avait plus qu'un seul journaliste scientifique parce que ça coûte trop cher. Bon.
Et j'ai le regret de penser que c'est Lippmann qui a gagné dans ce débat Lippmann-Dewey. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, c'est aussi une question de fond. Bon. Et après, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, je ne me rappelle plus le titre, je crois que c'est Ils n'ont pas sorti les fusils, de cette personne qui a assisté au procès Orange à cause du... où le PDG, je ne me rappelle plus de son nom, mais il est massivement connu, qui devait trouver 40 millions, je crois, il fallait économiser, et donc il dit, ben, on va licencier. Et pour licencier, ils ont mis en place un plan de direction des ressources humaines qui consistait à harceler les salariés. Et beaucoup de salariés sont partis, etc. Et ce fameux PDG, qui a été jugé récemment, puisqu'il a été condamné il y a moins d'1 an, je crois, ou il y a 1 an à peu près, et a pu dire, mais écoutez, je ne comprends pas ce qu'on me veut. Moi, j'ai mis en place un système qui marchait vachement bien. Beaucoup de gens sont partis et on a commencé à récupérer du fric. Bon, hélas, il a dit, et là, on s'attendait à ce qu'il y ait une manifestation d'humanité. Mais il a fini sa phrase en disant, hélas, il y a eu ces suicides qui ont gâché la fête. Et personne n'a pris les fusils. Et je crois que sa condamnation, elle est, somme toute, au prix des vies humaines, assez dérisoire. Donc, c'est ça la question de la soumission. Bien sûr que des tas de gens protestent, et je crois que nos points il y a quand même quelque chose de fondamental sur lequel, à quoi nous devons être sensibles, c'est ce sur quoi chacun, ce dont il souffre de la part de la logique d'ensemble, mais sur quoi il ne peut pas céder sans se renier. Ça, c'est notre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre allié, je continue à le penser. Donc, protester, c'est s'appuyer sur ce point. Donc ça, c'est la contribution qu'on peut apporter en sachant qu'il faut absolument être attentif à cela. C'est un renversement par rapport à une époque, d'ailleurs, où ce n'était pas forcément illégitime, d'ailleurs, dans le contexte, où on pouvait accuser la psychanalyse de démobiliser les militants. Parce que ceux qui souffraient, au lieu d'aller faire la révolution, ils allaient s'allonger sur un divan pour se soigner. Mais c'est une vision bizarre de penser qu'on se soigne simplement en se fermant sur son égoïsme et en se coupant des relations à l'autre. Se soigner, c'est essayer de récupérer les moyens d'être encore plus efficace sur la lutte collective. Moi, c'est la leçon que je retiens de votre propre efficacité à vous. Bon, je ne sais pas, j'ai essayé de faire écho à ce que vous dites. Je suis vraiment... Bon, il va falloir que je réfléchisse à tout ce que vous avez dit et je vous en remercie. En tout cas, merci à toi, Marie-Jean. Merci aux personnes qui ont assisté à cette vidéoconférence. Elle est enregistrée, donc elle va être retransmise sur les réseaux sociaux. Voilà. Et on vous donne rendez-vous le 5 mai pour la prochaine sur le schéma national du maintien de l'ordre. Et en même temps, on vous demande d'être vigilant et vigilante parce qu'il y aura sans doute un certain nombre d'initiatives produites par rapport aux différentes lois liberticides qui tombent les unes par rapport aux autres. Bonne soirée. Alors, il y a Pierre Bernat qui a dit le bouquin de Sandra Luché. Alors justement, je voulais rebondir là-dessus. J'ai essayé de mettre tout au long les références des livres qui ont été cités. Alors il m'en manque quelques-uns, notamment le deuxième de poésie qui avait été cité, mais bon, je vous encourage à prendre toutes les références que j'ai mis. Elles seront plus disponibles sur l'enregistrement. Mais en tout cas, vous remercier tous pour vos remarques, vos questions. Et bien sûr, grand merci Marie-Jean pour toutes ces explications. Ah non, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Daniel, au revoir. Et au revoir Pierre, merci. Bonsoir. Au revoir.